Le Mont Ventoux, 1910 mètres d'altitude, réputé pour sa difficulté et sa zone rocheuse à son sommet. Le géant de Provence, comme on le surnomme, représente une des montées les plus mythiques d'Europe et parmi les plus éprouvantes à gravir. Pourtant, suite à notre périple à vélo avec mon grand-père, où l'on a fait 550 km pour relier deux villages qui nous sont symboliques et que je vous ai présenté dans une vidéo que je vous mets en haut à droite de votre écran, c'est bien le nouveau défi qu'on s'est lancé. Et ça, évidemment, c'est l'objet d'un des défis de la liste que je vous ai aussi présenté. Je vous mets la vidéo en haut à droite de votre écran, encore une fois. Bon, revenons aux bases, mais d'abord laissez-moi vous dire que si une partie de la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours la passer à l'aide du chapitrage sur la barre de lecture. Ok, donc, le Ventoux est situé dans le Vaucluse. Il culmine à 1910 mètres et dispose d'une petite tour facilement reconnaissable à son sommet, utilisée à des fins météorologiques et militaires. D'où son nom, il est balayé par 230 jours de Mistral dans l'année. Et à cause de ce vent et de l'altitude, le sommet est fermé les 2/3 de l'année, car c'est plutôt dangereux. Aussi, vous aurez sûrement remarqué que le sommet abrite une zone dite lunaire, constituée quasi exclusivement de cailloux, et c'est à cause du vent, tout est naturel. Il y a seulement 3 routes pour atteindre le sommet. En réalité, même plutôt 2, et voici pourquoi. Tout d'abord, celle qui part de Malaucène. Elle est considérée comme une des plus simples et suit la crête du mont Serein, un sommet adjacent. Le truc, c'est qu'avec les températures qui montent, la glace fond, et cette route est encore fermée en avril à cause des chutes de rochers. Donc, nous n'emprunterons pas cette route. Ensuite, Saut. Toujours très dur, mais reste plutôt simple à l'échelle du Ventoux, qui passe par ce qu'on appelle le chalet Reynard, qui marque le début de la zone rocheuse du sommet. Et enfin, Bédouin, la terreur du Ventoux, qui constitue de loin la route la plus ardue pour atteindre le sommet, et qui passe aussi par le chalet Reynard. Donc sur la fin, les routes de Bédouin et de Saut se rejoignent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y en avait que 2 qui atteignaient réellement le sommet. Évidemment, on a choisi la plus mythique, et celle que mon grand-père connaît le mieux, car il l'a déjà montée une vingtaine de fois, Bédouin. Donc cette route, c'est 21 km de montée, à 7% de moyenne, et une pointe à 12%. Disons que pour mon niveau, et du haut de l'âge de mon grand-père, c'est pas du gâteau. En plus, le sommet a réouvert le 12 avril, et nous, on le monte quelques jours plus tard. Donc vous vous doutez bien que les conditions climatiques du sommet sont pas optimales, mais ça reste faisable, donc on va le faire. Bref, j'ai dû m'entraîner pour être sûr de ne pas y aller pour rien en ne finissant pas la grimpe. Donc voici ce que j'ai fait. Déjà, durant les 2 semaines qui ont précédé le périple, j'ai fait de nombreuses sorties. Souvent seul parce que j'aime beaucoup rouler seul, mais aussi avec un ami car c'est toujours agréable de rouler en groupe et ça permet de se surpasser, d'autant plus qu'il est bien meilleur que moi donc il me fait un petit peu transpirer, même beaucoup. Sinon, j'ai aussi pris la décision de faire une simulation du Ventoux sur les routes pentues de ma région. Bon, d'un point de vue cyclisme, c'est un peu ridicule, mais je le fais pour la vidéo et aussi parce que j'ai un petit problème de matériel. J'ai peur de ne pas pouvoir prendre mon vélo personnel parce qu'il n'est pas trop adapté à la montée. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mon matos, parce que petit spoil, je vais bien utiliser mon propre vélo pour le Ventoux. Mais promis, on revient à la simulation Ventoux juste après. Hop, je vous arrête. Je suis désolé, on arrivait vraiment à un moment intéressant, mais juste avant, je voulais vous présenter mon moyen de locomotion, puisque c'est quand même avec ça que je vais grimper le Mont Ventoux. Bon déjà, je m'excuse de porter mon téléphone à la main, j'ai apporté un micro-cravate, mais il vient tout juste de me lâcher, comble du bonheur. Bon, premièrement, les habits. Je porte un cuissard, des gants qui ont bien souffert à cause de la vidéo des 550 km que j'ai fait avec mon grand-père, que vous avez certainement déjà vu, ou sinon je vous la remets en haut à droite de votre écran. Et ensuite, des chaussures qui sont banales, en tout cas confortables, parce que moi je privilégie le confort à l'efficacité, et donc j'ai choisi ces chaussures-là. Et du coup, vous vous dites certainement que je perds de l'efficacité au pédalage, puisque je ne peux pas tirer la pédale. Or, c'est faux, puisque j'utilise des cale-pieds en plastique avec une petite sangle, comme cela. Et donc dedans, je viens caler mon pied, je resserre la sangle et c'est vrai que c'est un peu casse-pied à mettre et à enlever, mais par contre dès que je descends du vélo, je suis très polyvalent et c'est ce que je recherche puisque l'utilité principale de ce vélo, quand je l'ai acheté, c'était pour le cyclotourisme. Donc le cyclotourisme, en quoi ça consiste? On prend son vélo, on y rajoute un porte-bagages et des sacoches qu'on peut même mettre à l'avant. Ici je ne les ai pas apportés puisque pour le Mont Ventoux ce ne sera pas utile. Et le but c'est de faire du kilomètre, mais de manière
touristique, on n'est pas là pour la performance. Et c'est la raison pour laquelle aussi je porte un t-shirt tout simple, je m'en fiche en fait. Après, je vais pas vous mentir, quand je suis par chez moi, je recherche quand même la performance puisque je connais tout, j'ai pas besoin de me balader, c'est pas du tourisme, c'est du cyclisme. Ensuite, le casque et les lunettes. Le casque, c'est un casque Van Rysel que j'ai acheté donc à Decathlon, qui a coûté une quarantaine d'euros et je l'aime beaucoup parce que les sangles sont très confortables. Après, pour un casque de cette gamme-là, c'est normal d'avoir des sangles confortables, mais sinon, c'est un casque tout à fait classique, j'ai rien à rajouter. Les lunettes, ce sont des lunettes classiques, ou du moins la monture est classique puisqu'elles sont polarisées. Et c'est vraiment un confort d'avoir des verres polarisés puisque ça me permet de ne pas avoir de reflets nulle part, ni sur les pare-brises, ni sur la route, ni sur rien du tout en fait. Et ça me permet notamment de voir le visage du conducteur et donc son regard et donc de rouler de manière sécurisée. Maintenant, le plus intéressant, le vélo, et ensuite on passera aux accessoires. Donc le vélo, c'est un Gravel 120 de la marque Triban, donc Decathlon, que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Du coup, il n'est pas en parfait état, mais moi j'en prends soin. Donc il est roulable et il est agréable à rouler. Pour ceux qui ne savent pas, un Gravel, en fait c'est un vélo de route qu'on a adapté avec des pneus plus larges et un guidon plus large. Tout est plus large, tout est plus confortable et ça permet aussi d'aller dans des chemins. C'est comme ça que je suis venu ici, parce qu'en vélo de route, j'aurais pas pu. Et la raison pour laquelle j'ai pris un gravel, c'est tout simplement parce que pour le cyclotourisme, on a besoin d'être polyvalent et on ne recherche pas la performance. Parce qu'évidemment, avec des pneus plus larges, je perds de la performance, mais encore une fois, je m'en fiche. Maintenant, les accessoires. Premièrement, la petite sacoche. Et mine de rien, je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait sur ce vélo, parce que c'est tellement agréable d'avoir ça à portée de main. Je peux l'ouvrir très facilement, je peux le refermer très facilement, c'est imperméable, c'est plutôt grand, bon je peux pas tout mettre dedans non plus, mais par exemple le téléphone, il tient. D'ailleurs, le téléphone dessus, j'ai une coque un peu spéciale. En fait c'est un clip de la marque Quadlock et je peux fixer ma coque à mon vélo avec le support que j'ai acheté avec. Parce que oui, vous vous doutez bien que si je vais faire du cyclotourisme, c'est que je me balade un peu partout et que je ne connais pas les routes. Et donc du coup, il faut que je me repère et faut un GPS. Et le seul moyen d'avoir un GPS, c'est mon téléphone. Après, j'ai pas trop de chance parce que j'ai remarqué qu'avec les vibrations de la route, le téléphone, lorsqu'il utilise le GPS intensément, donc par exemple pour me diriger, il perd beaucoup de batterie très vite. Et c'est pas cool. Et c'est pour cette raison que lorsque je suis par chez moi, j'utilise pas mon téléphone, j'utilise ça. C'est un vieux compteur GPS Garmin, donc du coup il est connecté directement au satellite et j'ai ma vitesse par satellite, j'ai ma distance par satellite. Et c'est bien plus précis qu'un petit capteur qu'on pourrait venir mettre sur la fourche du vélo. En plus de ça, il est accompagné d'une ceinture cardiaque, qui est, comme son nom l'indique, une ceinture qui mesure la fréquence cardiaque. Et donc dessus, j'ai un petit boîtier qui est relié à des électrodes qui sont sur la ceinture et qui viennent se positionner au niveau du bas des pectoraux pour pouvoir mesurer de manière optimale la fréquence cardiaque. Bon, je vais pas vous mentir que moi, ça me sert pas vraiment puisque je cherche pas la performance et donc j'ai pas vraiment besoin de savoir ma fréquence cardiaque. Mais c'est toujours intéressant, c'est un bonus de l'avoir. Il est directement relié au compteur Garmin et donc je vois ma fréquence cardiaque en direct. Bon, maintenant je vous ai présenté deux choses qui sont positionnées au niveau de mon guidon. Le support téléphone et le Garmin Edge 500. Mais il y a aussi ça. Et ça, j'adore. C'est une lampe de la marque Olight, la BFL 900 pour les curieux. Elle vient se clipser à l'avant du vélo, sur un support fourni avec, et ça éclaire vachement fort, parce que moi je voulais pouvoir faire du vélo la nuit sans avoir peur, et donc il me fallait une lampe adaptée, qui coûte un peu cher pour une lampe, mais pour moi c'était nécessaire d'avoir la sécurité. Et d'ailleurs, ça vient pas tout seul, puisque derrière, j'ai sa petite sœur qui éclaire en rouge et qui a des fonctionnalités un peu plus avancées, mais que je vais pas vous détailler puisque c'est pas très intéressant et que je les utilise pas. C'est la BS100 pour les curieux, toujours de la marque Olight. Juste au-dessus de la lampe arrière, j'ai ça, une sacoche de sel. Et au moment où je vous dis ça, il se met à pleuvoir, je suis ravi. Et donc dans cette sacoche de sel, je vous montre pas tout de suite parce qu'il pleut déjà, et en plus parce que c'est casse-pied à remettre, mais j'ai tout le nécessaire en cas de crevaison. Au niveau du cadre, j'ai une petite pompe attachée avec des riselants. Oui, c'est système D, c'est un peu DIY, mais ça fonctionne parfaitement et je peux l'enlever facilement, elle s'enlève pas toute seule. Et par-dessus, j'ai ma gourde qui cale un peu tout. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est pas une gourde, c'est une simple bouteille, puisque ça me dérange pas du tout d'enlever mes deux mains du guidon pour pouvoir boire. Et s'il faut, en cas de danger, je remets une main sur le guidon et je bois 30 secondes plus tard, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai beaucoup de chance puisque je viens de finir ma présentation et il se met vraiment à pleuvoir sérieusement. Donc je vous laisse avec la vidéo à Fontaine-le-Port.
Donc, revenons à nos moutons. Voici Fontaine-le-Port. C'est une petite commune située à quelques kilomètres de chez moi, et la particularité de cet endroit, c'est que c'est au bord de la Seine, et donc à flanc de falaise. Pour ma simulation, je vais alterner entre 4 côtes, afin de faire 25 km en tout, mais évidemment je vais redescendre entre chaque montée, donc ce sera pas très fidèle à la montée du Ventoux. Et donc quelques jours avant le grand départ, en début d'après-midi, je me lance. Ça m'a pris 3h30 et j'ai fait 1400 mètres de dénivelé positif. Au Ventoux, c'est 1600, mais sincèrement, après 9 répétitions de chaque montée, j'avais déjà fait 25 km en montée, et j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. Finalement, j'en conclus que mon vélo est certes pas trop adapté à la côte à cause de son monoplateau, parce que oui, ma crainte à ce moment, c'est d'être trop rapide. Bah oui, mon grand-père il a pas un vélo comme le mien, et puis il est plus tout jeune, donc j'ai décidé de me caler sur son rythme pour qu'on atteigne le sommet en même temps, et ça risque de pas être facile parce qu'en dessous d'une certaine vitesse, c'est assez difficile de pédaler à cause de mon monoplateau encore une fois. Bref, tout ça pour dire que rien n'est fait, mais je prendrai mon vélo pour le Ventoux, c'est décidé. Le 16 avril, j'ai mis les sacoches sur mon vélo et je suis parti à 17h30 de chez moi pour aller à Marcilly-sur-Seine, là où habitent mes grands-parents. J'ai pas eu d'autre choix que de partir à ces temps-là et l'objectif c'est d'accomplir les 75 km en moins de 3 heures pour pas arriver la nuit. Mais le truc, c'est que ça m'impose un rythme aux alentours de 25 km/h de moyenne. Et ça, je pense pas y être capable car j'ai jamais essayé de faire plus de 50 km à cette allure. Donc finalement, j'ai prévu que je mettrais au maximum 4 heures. Et j'ai sorti les loupiottes, comme ça je pourrais naviguer en sécurité la nuit. Bref, je vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier les stories que j'ai faites. Bon, il est 17h30 et j'entame l'allée pour aller à Marcilly-sur-Seine chez mes grands-parents. Pour l'instant il fait beau. Normalement j'aurai 2-3 épisodes de pluie. Enfin 2-3, un quasi sûr. Et les deux autres, je sais pas, on verra. Et puis je pensais que j'allais être ralenti avec les 10 kilos que j'ai à l'arrière. Mais finalement dans les descentes ça va plus vite. Et dans les montées je me sens en forme. Après là ça roule bien donc j'y vais un peu, mais je vais essayer de pas trop me crever. Parce que ce serait con d'être à 10 km/h à la fin quoi. Mais bon en vrai 80 km ça va, ça me fait pas trop peur. Moi je vous fais un point un peu plus tard. Ouais bah, croyez-le ou non, ça fait 1 heure que je roule et j'ai déjà fait un tiers. Je vais vous montrer sur la montre. Donc j'ai bien roulé, peut-être même un peu trop bien, parce que j'ai peur d'être fatigué à la fin. Mais en fait, j'ai fait la partie qui montait le plus, après c'est tout plat. Mais ça roulait vachement bien sur la partie qui monte. Donc peut-être que finalement je me suis sous-estimé et je vais pouvoir le faire en 3 heures. Puisque c'est ce que le téléphone il m'indique sur le GPS, il me dit que je peux le... Si je continue à cette allure là, normalement j'arrive plus de 3 heures après. Ce qui est normal puisque là j'ai fait 1 heure en 25 km et c'est un tiers. Bon bah je vous fais un autre point au bout de 2 heures et on verra bien. Bon, on est vraiment 500 mètres après la vidéo des 1 heure. Regardez le temps derrière moi. C'est beau hein. Et maintenant devant, en l'espace de 10 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait 2 heures. J'en suis à 47 km. Donc j'ai fait un peu moins de 2 tiers, mais c'était sûr que mon rythme allait baisser. D'autant plus que regardez, voilà, c'est toujours appréciable hein. En plus je viens de me rendre compte que j'ai loupé la route. Excellent. On va aller récupérer la trace. Et bah tiens, c'est quand je commence à filmer qu'il se remet à pleuvoir. Parce que j'ai eu un tout petit épisode de pluie. Mais l'avantage c'est que c'est pas de la pluie battante, c'est de la petite pluie qui s'enlève facilement. Ok. Ok. J'ai rien d'autre à dire. Normalement arrivée prévue à 20h45. À la base c'était 20h40, donc j'ai perdu 5 minutes sur ma vitesse moyenne, puisque j'ai perdu un peu en vitesse moyenne. Et je risque d'en perdre encore. On refait, je suis tout mouillé maintenant. Enfin tout mouillé, c'est relatif. On refait un point à 3 heures.
puisque je pense que j'aurais pas fini au bout de 3 heures. Et puis en fait je pensais que le soleil était sur le point de se coucher, mais pas du tout, c'est juste à cause des nuages qui faisaient tout noir. Et j'ai même dû allumer la lampe arrière là. Je sais pas si on la voit. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bisous. Bon les copains, j'ai quitté la trace parce qu'en fait ça m'a fait passer par une route que je connaissais. Et ça m'a fait passer par un chemin tout à l'heure. Et moi je veux pas passer par les chemins. Et donc du coup je me suis dit qu'en passant par une route que je connaissais, bah il n'y aurait pas de chemin. Et en plus si cette route là c'est celle que je prends en voiture pour aller chez mes grands-parents, c'est certainement que c'est une des plus rapides. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai arrêté de suivre la trace. Et maintenant je suis ma propre trace, ma propre destinée. Enfin destination plutôt. Mais c'était pour la phrase un peu cool. Voilà, ah, j'ai du mal à avancer là. J'arrive dans le département de la Marne et donc j'arrive à destination dans 5-6 km, j'en ai fait 70 là. Et j'ai mal aux jambes et il fait beau et je pense que quand je vais arriver, j'aurai même pas allumé la petite lumière à l'avant qui pourtant est un bon achat. Mais bon, tant mieux si je l'utilise pas dans le sens. Voilà, c'est tout. Et alors que le noir prend le dessus sur le ciel, après 75 km, Marcilly-sur-Seine. Et au niveau temps, ça fait 3h10 pour faire 75 km, alors que l'été dernier j'en mettais encore entre 6 et 7 heures pour faire 75 km. Mais bon, on prenait notre temps hein. Et là j'ai mal aux cuisses quand même. Bon bah voilà, des bisous. Et puis j'ai quand même allumé ma lumière au final. Voilà. On se retrouve demain pour aller au Mont Ventoux et dans 2 jours pour le monter. Ah, on s'entend plus! Le lendemain matin, on a accroché les vélos à l'arrière de la voiture et on est parti pour 7 heures de route. Dès la 6e heure, on apercevait déjà le Ventoux, avec son sommet atypique. Et puis c'est rigolo puisqu'il est au milieu de rien du tout, il n'y a aucune montagne à côté. On s'est installé au gîte, qui était plutôt sympa, mais auquel il manquait une belle vue sur la montagne. C'est pas grave, j'en ai profité pour laver mon vélo, qui avait bien souffert sous la pluie la veille. Le jour J, réveil à 8h, départ à 9h. Au début, c'est déjà pentu, mais plutôt plat si on s'en fie à ce qui va suivre. Moi, je suis dans des tentes, parce que je roule au rythme de mon grand-père, et ma grand-mère, je vous en parle même pas, elle était au top sur son vélo électrique. Rapidement, on se met à grimper, et ça tire tout de suite pour mon grand-père. Moi, évidemment, comme je me cale sur lui, tout va bien. Et j'ai même pas de souci à tenir sur le vélo, je suis sur mon plus grand pignon et je force à peine. Donc à ce moment-là, je regarde mon compteur qui augmente petit à petit, et je suis confiant pour la suite. 11 km 5. 11 km 5. On est presque à la moitié. Ouais. Pente à 9%, sommet à 11 km. Altitude 987 mètres. Et on doit aller à 1910. Donc il reste environ 1000 mètres de dénivelé. Un peu moins du coup. Ah bah. Faut que je m'arrête. Ça tenait, regardez ce qu'on aperçoit là-bas. Les cailloux. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, on va aller au chalet Reynard tous les deux, Tim. Comment? Mon papy.
Malheureusement, vous l'avez vu, je vais devoir finir seul. Du coup, à ce moment, mon grand-père pose pied à terre et ma grand-mère décide de me suivre jusqu'au chalet Reynard avant de rebrousser chemin pour retrouver mon grand-père un peu plus bas. À ce moment, je retrouve donc un rythme qui m'est un peu plus idéal et je commence à progressivement sentir la fatigue musculaire qui n'était encore pas apparue jusqu'à là. Bon bah, pente à 9%, sommet à 7 km. Une voiture. J'ai perdu 2 soldats. Mais ils reviendront plus forts. Non mais le papy il a eu du mal. Et mamie avec son vélo électrique elle est partie voir si ça allait. Et on m'a dit de continuer. J'ai continué. Puis j'arrive normalement bientôt au chalet Reynard. Et là pour l'instant, il y a les sapins pleins de genêts de processionnaires. Au moins c'est bien, ils n'ont pas besoin de les décorer pour Noël. Puis là je vois des chalets. Donc c'est qu'on arrive à la station de ski. Et donc au chalet Reynard. Ah, un petit plat, ça fait du bien. On se retrouve au chalet Reynard. Bon, bah, je suis bien arrivé au chalet Reynard. Et puis il y a environ 5-6 km. Il y a le papy qui a eu du mal et donc il s'est arrêté, il a voulu continuer à pied et donc il m'a dit de continuer, j'ai continué avec ma grand-mère, avec son vélo électrique et puis là 2-3 km avant le chalet Reynard, elle est redescendue pour aller le voir puisque il n'était pas très bien et donc moi maintenant je suis là et puis j'attends. Donc ça me fait une petite pause, mais bon, les pauses c'est pas forcément top puisque ça congestionne un peu les muscles, je trouve. Et normalement après il reste 6 km, je crois, 5 peut-être, pour aller au sommet, mais ça souffle fort, donc à voir, on va voir. Mais moi j'aimerais bien monter quand même, parce que on est venu, j'aimerais bien aller en haut. Sinon on a une belle vue. Après une bonne vingtaine de minutes, ma grand-mère revient seule pour me proposer de revenir le lendemain au chalet Reynard et reprendre la route au même endroit. Cette idée, elle me convenait pas trop, mais je comprenais que c'était une possibilité envisageable, car plusieurs cyclistes revenaient bredouilles sans avoir atteint le sommet à cause des vents violents. Finalement, je décide de tenter le sommet, et en étant conscient que je pourrais peut-être pas finir. Je voulais surtout pas me mettre en danger. Bon alors du coup, je suis parti seul au sommet, parce que papy est trop fatigué, donc il ne montera pas. Mais visiblement il y a beaucoup de vent et certains ne sont même pas allés jusqu'en haut. Donc je vous tiens au courant, je vous dirai. Bon, il y a beaucoup de vent. Déjà là il y a de la neige. Et puis c'est là-bas que je vais. Tout en haut. Il commence à y avoir du vent là. Parce qu'on arrive dans la partie avec les rochers. Mais en fait je mets pas les pieds dans les cales. Et puis je me dis que comme ça s'il y a une rafale qui vient, je peux vite réagir. Mais ça m'a pas l'air si dangereux que ça. Après je fais attention quand même. Et je sais pas à quel point il y aura du vent là-haut. Donc je fais attention et je verrai bien. Je vous fais un point. Quand je suis là-haut, je pense pas refilmer entre temps puisque c'est compliqué. Je mets mes gants, il fait vraiment froid, je crois qu'il fait 0 degré. Voilà. Pourtant il y a un grand soleil, c'est étrange. C'est l'altitude qui fait ça. Le vent commence à se faire ressentir car j'étais plus du tout entouré d'arbres, il n'y avait que des cailloux, et je croise les premières traces de neige. Ma vitesse chute brutalement à chaque bourrasque, et je décide donc d'enlever mes pieds de mes cales pour éviter une chute en cas de grosse rafale. Bien que cela soit inutile jusqu'à environ 2 km du sommet, où j'étais vraiment à découvert et j'étais balayé dans tous les sens par le vent. J'apprendrai plus tard que ce jour-là, il y avait des rafales à 140 km/h. Bon là je suis à la stèle de Tom Simpson. J'ai déjà une magnifique vue. Je suis pas loin du sommet. Il doit me rester 1,5 km. Et j'ai un problème, c'est que... Enfin un problème, non, puisque je sais passer outre, mais quand je vais dans cette direction-là, quand je vais dans cette direction-là, j'ai le vent de face. C'est super dur de monter. Et puis là-bas, on voit la route. Quand je vais dans cette direction-là, en fait le vent me pousse
Et c'est vachement simple, mais pour vous dire à quel point le vent est puissant en fait. Je sais même pas si vous m'entendez là. J'ai la bouche à 2 cm du micro, et ça souffle tellement fort. Moi je vais pas perdre de temps, je vais y aller parce qu'on m'attend en bas. Et puis je vous retrouve là-haut. À cet endroit, le vent est très puissant et les rafales me stoppent net, m'obligeant à poser le pied à terre toutes les minutes. Pour autant, je me suis pas senti en danger, bien que la fatigue commençait à arriver en force à cause du vent qui me faisait pousser comme un dingue sur les pédales. Arrivé au col des tempêtes, le vent est si violent que j'aimais l'idée de finir les 500 derniers mètres à pied. Mais heureusement, une accalmie arrive et je peux finir en vélo. Le dernier virage, celui que vous voyez à l'image, il est à 12% de pente. Et je le sens même pas tellement je suis heureux d'être en haut. Je le monte assis sur ma selle et je fais péter les watts, parce que je sais qu'il me reste seulement 20 mètres et après j'y serai. J'arrive donc au sommet et je l'avais pas encore ressenti parce que je pédalais, mais en fait il fait super froid, moins 10 degrés. Donc je profite d'une famille qui était au sommet pour me prendre vite en photo. Je prends en photo un couple de cyclistes italiens qui étaient arrivés un petit peu avant moi et qu'on recroisera plus tard au Chalet Reynard et à Bédouin. Quand je vous dis qu'il y a des morceaux de glace qui tombent, c'est des morceaux de glace énormes. Vraiment. Je vais essayer de faire un zoom sur les montagnes là-bas. Tout de suite, je redescends, sans avoir posé les autocollants car c'est ma grand-mère qui les avait au Chalet Reynard. Les 2 premiers kilomètres de descente, je suis suivi par le couple et c'est une catastrophe. On est à 10 km/h, à fond sur les freins et les pieds près du sol pour pouvoir les poser à la moindre rafale. Très vite, je mets mes pieds sur les pédales, mais les 2 autres restent plus loin car avaient des pédales à cale, donc continuez à rouler au pas. Heureusement que mes pédales peuvent être retournées parce que je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aller au sommet. La descente jusqu'au Chalet Reynard est tout sauf agréable, car j'avais vraiment froid, donc je reste concentré et je suis prudent, car en plus de ça j'étais crevé à cause de l'effort et des conditions météo. J'arrive au chalet, je retrouve mon grand-père, après 2 heures sans l'avoir vu, et on mange finalement au restaurant qui s'y trouvait pour pouvoir nous réchauffer. Bon du coup, j'entame la descente. Je les attends pas, je les attendrai en bas. Et puis je me fais plaisir sur la descente, mais tout en faisant attention parce que je connais pas la route. Donc je vais pas... Je déborde pas sur la voie de l'autre côté. Puis là je vais pas trop vite pour filmer, mais sinon je me fais plaisir quoi. Et il fait vraiment froid, très froid. Je pense que même là il fait 0 degré alors qu'on est descendu en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc à voir. Et puis j'ai l'impression que mes freins ils souffrent un peu, mais c'est bizarre, mes freins j'ai tout le temps l'impression qu'ils souffrent en fait. En même temps là c'est parce que je vais vite, je freine, donc ça chauffe fort. Je vous retrouve en bas parce que même là j'ai vraiment froid, donc on descend. Alors que je suis bien équipé, hein. C'est le vent qui me fait froid alors que j'ai une veste bien coupe-vent. Bref. On arrive donc en bas, le vent s'est levé entre temps, et on a quand même un petit peu galéré à rentrer au Airbnb à cause de ça. Pour conclure, j'ai fait 50 km dans la journée, 25 pour aller au sommet en comptant la distance entre le Airbnb et Bédouin, et évidemment 21 entre Bédouin et le sommet. Au niveau du temps que j'ai mis, je suis à 3h40 avec l'aller et le retour. Donc je pense qu'en prenant en compte les conditions météo, le fait que j'ai suivi mon grand-père sur une bonne heure et demie, je pense que ça fait quand même une plutôt bonne performance. Mais je vous en fais la promesse, j'y retournerai pour voir ce que je vaux vraiment sur une montée dans de bonnes conditions. Le lendemain, on y est retourné en voiture et la météo était bien plus favorable. On aurait clairement dû le faire ce jour-là, mais tant pis. Au moins j'ai pu coller mes autocollants sur la mythique pancarte où on voit même plus ce qui est écrit, c'est un petit peu dommage. Après une petite balade familiale dans l'après-midi, on a rangé les affaires et on est reparti le jour suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je m'excuse de ne pas avoir pu faire de drone à cause du vent. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des extraits que j'ai trouvés sur YouTube. Allez, on s'y retrouvera pour une nouvelle ascension dans de bonnes conditions, c'est promis. Et ciao, comme diraient les Italiens du sommet.